Excusez-moi, mais comme je croyais qu'on était déjà rentré dans la discussion générale, je me suis dit qu'il fallait quand même Vous n'avez pas oublié. que j'intervienne. Donc moi, rapidement, je vais donc intervenir avec 3 volets. Ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire que je vais vous expliquer un petit peu quel est le concept. Ah, tiens, c'est pas les bonnes couleurs qui sortent. C'est l'intérêt de changer d'ordinateur. C'est pas grave. Le concept de l'éco-pharmacovigilance par rapport à la pharmacovigilance, qui est un terme qui est encore plus récent puisqu'il est introduit en 2007. Donc, vous voyez, on parlait de 2006, des premiers travaux. L'éco-pharmacovigilance en 2007, avec d'autres différents mots. Et je pense qu'il y a des arbitrages à voir. Et qui a été calqué complètement sur la définition, en fait, de l'OMS concernant la pharmacovigilance. Donc, je vous ai fait un petit rappel. Alors, je suis désolé, mais ce n'était pas les couleurs initiales. Et au changement d'ordinateur, visiblement, je ne sais pas pourquoi est venu ce vert assez bizarre. Bon, c'est les mystères de PowerPoint. Donc, la différence entre la pharmacovigilance et l'éco-pharmacovigilance, c'est que la pharmacovigilance, bien sûr, étudie la nature, l'incidence, la fréquence des effets indésirables, bien sûr, chez les patients qui prennent donc les médicaments, qui sont donc ceux qui vont rejeter effectivement les médicaments dans l'organisme, dans l'environnement. Et puis, évalue bien sûr, mise à jour, le développement, l'évaluation du bénéfice-risque. L'éco-pharmacovigilance, c'est beaucoup plus compliqué, parce que si on en parle en tant qu'homme, il faudrait pouvoir être capable de savoir quel est l'impact indirect humain que va représenter dans les années à venir, ou que représente déjà nos contaminations par les médicaments dans l'eau, et là on en est très très loin, que certains effets indésirables, bien sûr, peuvent échapper, on en a suffisamment parlé, Monsieur Roig et Mme Taillefer ont parlé de ça, échappent bien sûr à la définition et aux données que l'on a dans les rapports pré-AMM, et qu'enfin, il faut trouver un moyen de redéfinir le risque, pour qui, pourquoi, comment. Les différences, essentiellement, eh bien, c'est que rien n'est vraiment, et vous en avez tous déjà parlé, bien réglementé, hormis la définition de concentration prédictive, mesurée dans les meilleurs cas en post-AMM, et l'indice PBT dont on va reparler. De façon générale, le problème, c'est que comment on va évaluer les effets indésirables chez le poisson. Monsieur Roig en a déjà parlé avec le comportement du poisson, mais c'est pas le poisson qui va venir me dire qu'il a mal à la tête, par exemple. Donc effectivement, il faut, je crois, être innovant et avoir de l'imagination à l'heure actuelle pour pouvoir développer des façons d'évaluer le risque environnemental, qui soit donc dans un sens de l'homme vers les plantes, les poissons, etc., et de la façon inverse, du poisson, de l'algue, etc., vers l'homme. Et ça, on en est très loin, comme vous le dites. Donc ça, c'est les définitions, et c'est quand même assez intéressant. Alors, on m'a demandé donc un deuxième volet qui était dans cette intervention, de vous présenter ce que nous avons fait dans le cadre de la pharmacologie sur l'environnement, et que j'ai intitulé de la pharmacovigilance à l'éco-pharmacovigilance. Alors, toute petite histoire. J'ai été extrêmement sensibilisé, mais j'ai pas fait de choc anaphylactique malgré tout, à ce problème du médicament dans l'environnement. Dans les années 95, où j'ai été chargé de faire la première enquête sur les chocs anaphylactiques au fluoroquinolone. Et j'étais très très embêté dans les cas que j'avais, puisqu'il y en avait plein, où le choc s'était produit au premier comprimé. Et je me disais, ça c'est pas normal, pourquoi au premier comprimé, boum, un choc anaphylactique gravissime, etc. Donc j'ai réussi à documenter un certain nombre de cas où il y avait des réactions croisées, avec des prises antérieures de médicaments qui ressemblent sur le plan chimique au fluoroquinolone, comme des quinoléines antimalariques, comme la glafénine à l'époque, qui avait été très utilisée et qui est donc une molécule chimique quinoléine. Et puis j'avais à peu près 30% de mes patientes, puisque c'était essentiellement l'indication infection urinaire de la femme jeune en âge de procréer, comme on dit de façon intéressante, pour laquelle j'avais rien. Et puis alors, tout à fait par hasard, ce que j'appelle les rencontres de chance, un petit peu les rencontres que j'ai eues avec Madame Jolin Flamme il y a quelque temps, j'ai rencontré un jour dans le train en allant à Paris quelqu'un qui travaillait dans la pisciculture.
et qui ce jour-là m'a révélé quelque chose que je ne savais absolument pas, c'est qu'on utilisait énormément les fluoroquinolones dans les élevages de poissons. Alors là, je me suis dit, mais c'est très important. Peut-être que mes patientes mangent beaucoup de poissons, ont été contaminées par des molécules de fluoroquinolones, parce qu'on utilise les mêmes dans les piscicultures et dans l'environnement. Et là, j'ai commencé en 95 à m'intéresser à ça. Alors, ce n'était pas du tout au départ dans mon topic, donc il a fallu que j'ai fait d'autres choses. Et puis, je suis passionné depuis très longtemps par le métabolisme des médicaments et ce que j'appelle en pharmacovigilance les métabolites dits réactifs. Donc, un autre impact à obliger effectivement les industriels à faire, c'est que quand on a l'autorisation de mise sur le marché, on a des données pharmacocinétiques, ce qui deviennent, etc. Mais, pour l'instant, on n'a jamais réussi à faire changer à Londres le fait que les industriels détaillent et caractérisent tous les métabolites d'un médicament. On s'arrête à 10%. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si les métabolites ils sont supérieurs à 10% en quantité. Et ce qui les intéresse, c'est de savoir si les métabolites ils sont actifs ou pas. Mais personne ne vérifie de façon claire si les métabolites produits chez l'homme, puisqu'il s'agit de médicaments humains, peuvent avoir des propriétés, ce que j'appelle réactifs, c'est-à-dire des propriétés de modifier l'immunité, faire des adduits sur les ADN, des choses comme ça. Et moi, je connais la carbamazépine depuis 1980, puisque c'était un de mes sujets de thèse, et que donc j'ai étudié la carbamazépine, qui est un contaminant donc, environnemental extrêmement classique et extrêmement persistant, qui a plus de 55 métabolites différents. Sur ces 55 métabolites, lors de l'AMM à l'époque, c'était très vieux, donc ok, il y avait 2 métabolites qui avaient été identifiés. Tous les autres métabolites ont été identifiés après par des recherches scientifiques au cours des 30 années. Et à ce moment-là, moi j'étais très perturbé par quelque chose qui me paraissait important, c'est que je savais, de par les connaissances physico-chimiques que j'avais par ailleurs de ma formation médicale, que la carbamazépine devait donner un métabolite qui est un dérivé très particulier, qui sont des dérivés de l'acridine. Donc on va y revenir tout à l'heure. Ne regardez pas les formules chimiques, je vous en supplie, ce n'est pas du tout pour ça, c'est pour vous montrer que c'est quand même intéressant. Et puis on m'a dit, ah mais non, alors à la NSM, enfin à l'époque à l'AFSAPS ou à l'EMEA, quand je venais avec mon acridine, on me traitait d'obsessionnel de l'acridine, de machin, de trucs, enfin vous imaginez. Et on m'a dit, mais non, ce n'est pas possible. On ne retrouve pas d'acridine ou de dérivés de l'acridine chez l'homme. Donc à partir de là, vous voyez, j'ai donc fait un certain nombre de projets de recherche qui donc ont été financés derrière pour démontrer, première chose, que ces fameux dérivés de l'acridine, eh bien on les trouvait chez l'homme dans des quantités fifrelinesques, mais que c'était important. 2, que potentiellement ils avaient des effets déjà sur l'homme et sur un certain nombre de choses. Et donc 3, qu'on pouvait les trouver éventuellement dans l'environnement. Et donc vous voyez que là, c'est tout le problème dont a parlé M. Roig tout à l'heure de façon très importante. Quel problème? La disparition systématique d'une molécule dans l'environnement ne veut pas dire qu'elle a disparu, parce que si elle est métabolisée et qu'on ne connaît pas les métabolites, on va être rassuré, en fait, à tort. Donc ça, c'est quand même important de le regarder. Alors, je ne sais pas pourquoi l'animation ne marche pas. Bon, ben écoutez, tant pis, on va commencer là, c'est dommage parce que tout ça n'arrivait pas en même temps, bien sûr. Donc je vous prie de m'excuser que l'animation ne marche pas, ça doit être... Donc voilà, juste la carbamazépine, je vous rappelle tout ça. Peu importe, ne le lisez pas, vous le savez tous, c'est le Tegretol. Vous savez que vous avez une autre molécule qui est sur le marché, qui est extrêmement proche de la carbamazépine, qui est l'oxcarbazépine, le trileptal, qui est la même chose. D'ailleurs, il y a à peu près 50% de réactions croisées en termes d'hypersensibilité entre les 2 molécules. Et puis plus récemment, un laboratoire a mis sur le marché l'S-Li-carbamazépine, qui est en fait un énantiomère, c'est-à-dire une forme L, d'un métabolite commun, mais pas d'acridine, de la carbamazépine et de l'oxcarbazépine. Donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant et c'est assez récent. Regardez ça, la chose importante à regarder sur le plan chimique, c'est ça. C'est que vous voyez là un noyau avec 7 atomes au milieu, coincés, bien coincés, entre 2 autres noyaux à 6 carbones. Et on m'a toujours objecté que cette forme, cette réaction chimique, passée de 7
atomes à 6 atomes pour donner ces molécules du type acridinique était impossible chez l'homme, qu'il fallait des conditions oxydatives telles que c'est pas possible. Et puis un jour, j'ai eu une étudiante qui était une chimiste, et à coup, alors là, qui m'a montré à coup de formules, de machins, de trucs, que non, non, c'est possible. Et donc, je reviens sur celle-là après. Et donc, nous avons déterminé chez l'homme la présence de tous ces dérivés de l'acridine. Pourquoi je dis que c'est un métabolite réactif? Parce qu'il est en petite quantité. Il a une formule que là, vous voyez en 2D, mais qui est extrêmement intéressante, et j'y reviendrai, qui est complètement plane. Et vous allez voir pourquoi. Et que surtout, il est fabriqué in situ, parce que nous avons fait des expérimentations. On n'a pas besoin du foie chez l'homme pour fabriquer ce métabolite, à partir soit de la carbamazépine, soit d'autres métabolites de carbamazépine qui sont aussi des précurseurs de ça. On prend un tube à essai, bon, dans des conditions un peu particulières, normales, avec du sang total de patients, et grâce à l'activité de la myéloperoxydase, on fabrique de l'acridine directement. Je ne vous dis pas l'énergie qu'il m'a fallu développer pour réussir à publier ces données. J'ai eu beaucoup de mal, puisque ça n'existait pas. Donc en parallèle, bien sûr, on a identifié chez l'homme, chez les patients qui sont traités par carbamazépine, oxcarbazépine et S-carbamazépine, qu'on trouvait chez eux des quantités faibles, très faibles certes, ou des traces des dérivés de l'acridine, qu'ils fabriquaient donc bien, qu'ils ne pouvaient pas avoir d'ailleurs. Deuxième donc, élément, moi je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux réactions d'hypersensibilité, à l'immunologie, et donc je voulais savoir quels étaient les effets de la carbamazépine et de ces métabolites sur les interleukines. Et donc nous avons fait, peu importe le détail, une série de manips où on a démontré que d'une part, la carbamazépine et ses métabolites augmentaient, dont l'acridine bien sûr, la production d'interleukine 6. Vous savez tous que l'interleukine 6 est une cytokine très inflammatoire, très pro-inflammatoire. On a démontré que l'acridine seule était capable d'entraîner la production d'interleukine 5, qui est quand même le facteur de croissance essentiel des éosinophiles. Donc c'est quand même assez intéressant dans les syndromes d'hypersensibilité, en particulier retardés, où on a beaucoup d'éosinophiles. Enfin, on a montré que l'acide valproïque, qui est souvent associé dans les traitements antiépileptiques, augmentait l'interleukine 6 et l'interleukine 10 en fonction d'une orientation probable favorisant les réactions d'hypersensibilité. Donc vous voyez que quand même, il n'existait pas, ce métabolite, et puis finalement il existe bien, et puis finalement il fait un certain nombre de choses. Alors, la question là, qu'est-ce qui se passe? Traitement des patients par carbamazépine, métabolisme humain, excrétion, on en a parlé, traitement des eaux usées. Un membre de notre équipe Pepsi qui est à Marseille, qui est maintenant revenu sur Montpellier, le docteur Chiron, avait montré dans les années 2006 qu'on pouvait donc fabriquer aussi de l'acridine directement sans avoir intervention de quelques cellules. Donc on se retrouve avec ces produits dont l'acridine sur ces petites cellules. Et puis, quid de la toxicité? Quid de la toxicité, j'en sais rien, puisqu'actuellement il n'y a aucune donnée en particulier sur l'acridine ou les autres métabolites sur la toxicité. Mais surtout, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on retrouve un métabolisme. Nos dernières études ont montré qu'on retrouve de la carbamazépine dans les moules et que les moules fabriquent de l'acridine aussi. Donc elles ont finalement un cycle métabolisme qui ressemble un petit peu à celui de l'homme. Et il y a une étude que je n'ai pas détaillée là qui montre que chez le poisson on retrouve des dérivés de l'acridine et que le poisson aussi, quand il mange de la carbamazépine ou d'autres métabolites, il fabrique aussi de l'acridine. Donc finalement on n'est pas très différents. Et donc on a bien cette boucle que... Ah, je vais y arriver. Que fait tous ces produits chez l'homme? Qu'est-ce que ça fait sur l'environnement? Et puis, quels sont en retour, finalement, les problèmes qu'on peut avoir, finalement, chez l'homme en retour? Donc, vous voyez que le problème n'est pas simple et que peut-être, donc, on a intérêt à ne pas oublier. Donc, exigeons déjà, puisqu'on veut des propositions simples, des laboratoires pharmaceutiques de nous donner le détail complet du métabolisme chez l'homme, de leurs médicaments qu'ils mettent sur le marché, d'accord, jusqu'aux plus petits métabolites en quantité. Parce que les métabolites réactifs, c'est, en règle générale, moins de 1%
de l'ensemble des métabolites. Donc c'est quand même très fifrelin. Ah, alors ça, c'est l'autre versant, bien sûr, que nous avons utilisé. Je vous montre ce que nous avons fait donc avec notre équipe sur la carbamazépine et ses métabolites. Alors c'est un peu compliqué, je vais essayer avec ça, parce que là vraiment, je vois pas trop bien les couleurs. Donc en fait, ouais, ce sera plus simple avec ça. Donc vous voyez là 3 exemples de stations d'épuration avec la carbamazépine là. Là, vous avez l'oxcarbazépine. Là, vous avez un certain nombre, peu importe les noms de certains métabolites, dont celui-là, qui est le métabolite actif de l'oxcarbazépine. Puis là, vous avez les 3 de la voie de l'acridine, donc acridine, acridone, voilà. Acridine, acridone. En jaune, vous avez les concentrations à l'entrée, mesurées, hein, donc on n'est pas dans du prévention, on les a mesurées. Et puis en vert, vous avez donc à la sortie de la steppe. Vous voyez qu'en règle générale, eh bien, on n'élimine pas bien la carbamazépine. Je dirais même qu'on l'élimine pas du tout. À 90%, on la retrouve telle quelle qu'on sort. Et puis, vous voyez qu'on a un certain nombre de, je dirais, finalement, de métabolites. Donc, non seulement on les élimine pas, mais même on les concentre un peu en sortie d'épuration. C'est un peu gênant. Ben oui, mais... Oui. Deuxième truc intéressant ici, c'est peut-être celui-là le plus intéressant, c'est que vous voyez que dans une steppe, donc station d'épuration par lagunage, comme nous avons beaucoup ici, où il y a une grande proportion donc d'oxygénation, de métabolisme oxydatif et de participation aux ultraviolets, vous voyez qu'on fabrique carrément de l'acridine. Alors, l'indice PBT et la prescription, j'ai pris 2 exemples. J'ai donc pris l'exemple des alors ce que j'appelle moi les antihyperglycémiants et que la plupart des gens appellent les antidiabétiques. Je vous ai montré bien sûr les trois critères importants, l'efficacité en termes de critères intermédiaires de baisse de l'hémoglobine glyquée, je ne rentrerai pas dans le détail des problèmes cardiovasculaires, en termes d'indice PBT et en termes donc de coût. Tous les éléments là, vous voyez qui sont donnés là, sont donc les indices PBT présents ou non connus. Donc vous voyez avec un certain nombre de produits récents qui sont utilisés pour lesquels on n'a pas d'indice PBT. Et puis vous avez là donc effectivement les coûts. Et si on prend ces 3 critères, vous voyez que l'indice PBT peut être intéressant en termes de prescription puisqu'il nous permet de retrouver. Alors là c'est heureux, hein, je ne le savais pas au départ quand je les ai calculés, je dirais assez bien les recommandations. Pour tout ce qui est les nouveaux médicaments antihyperglycémiants que sont les gliptines en particulier, vous savez qu'il va y en avoir 4, 5, 6 même sur le marché d'ici 2 ans en France. Eh bien, on a très peu de données, à la fois sur le plan de l'écotoxicologie, mais aussi sur le plan de la pharmacovigilance au sens strict. Et nous avons un certain nombre d'inquiétudes par rapport à ça, en particulier d'inquiétudes sur le risque carcinogène. Alors pour les glitazones, pour ceux qui auraient des regrets ici sur les glitazones, je pense qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a peut-être quelques-uns. J'ai été un petit peu à l'origine, on va dire, du retrait de la suspension en France de la pioglitazone. Il ne faut pas avoir de regrets parce que déjà pas de regrets sur le plan thérapeutique, pas de regrets sur les risques de pharmacovigilance et surtout pas de regrets sur le risque environnemental parce que je vous ai montré là un petit truc intéressant, c'est qu'en fait les phtalates qui sont des produits dont on sait qu'ils sont très toxiques pour l'environnement, eh bien, en fait, ils agissent comme les glitazones. Donc, l'inversement est vrai. Et donc, je pense que c'est un argument de plus de ne pas les garder sur le marché. Les antidépresseurs, vous avez là une étude qui vous montre les consommations en 2000 et 2009 des inhibiteurs de la recapture de sérotonine dans les différents pays de l'OCDE. Et je vous ai mis là. Alors là, évidemment, je n'ai pas mis de critère d'efficacité parce que le critère d'efficacité, bien évidemment, strict, qui serait complètement bétonné dans le traitement de la dépression, ben, moi, je ne le connais pas, en tout cas. Si vous en avez, vous me le dites. Donc, j'ai gardé que 2 critères, le PBT et le coût. Et vous voyez qu'il y a des médicaments pour lesquels on n'a aucune donnée. J'ai pris que le PBT, hein, je n'ai pas pris les autres études. Vous voyez que vous avez des médicaments pour lesquels on a quand même un PBT, les ISRS, assez haut, 6. Mais vous voyez qu'en indice PBT, vous en avez 2 autres qui, alors là, augmentent tous les trucs puisqu'ils sont au maximum, c'est-à-dire 9. Et donc, en fait, là, en termes d'environnement, je pense que c'est simple. Dans les inhibiteurs non sélectifs de la recapture de la sérotonine, vous voyez que vous n'en avez que 2 qui vous restent. Donc, effectivement, le seul avec le coût qui est très cher, mais qui est la plus grande marge thérapeutique.
Donc vous voyez qu'on peut faire quelque chose quand même avec le PBT. Et en conclusion, je dirais qu'en éco-pharmacovigilance, même en éco-toxicologie, on est à peu près à ce stade-là d'évolution. Donc on est assez bas, assez bas. Je dirais qu'il peut constituer un critère supplémentaire pour un choix de prescription raisonné, avec toujours le patient bien sûr, les antécédents, son terrain, etc., et son évolution, le rapport bénéfice-risque, le coût de le PBT, et que finalement c'est notre affaire à tous. Je vous remercie. C'est une présentation extrêmement fouillée. C'est... Des réactions, Thomas ou Olivier? Alors, je retiens le c'est notre affaire à tous, qui à mon avis doit être un peu la conclusion certainement de cette journée, puisque je crois que patients, chercheurs, industriels, médecins, etc., si on veut, doivent travailler ensemble si on veut arriver à faire avancer ce sujet extrêmement complexe. Moi, j'avais une question assez générale sur... c'est encore cette difficulté qu'on va avoir sur l'évaluation du risque, même si on comprend bien que c'est en cours. Et d'ailleurs, il y a un plan national sur les résidus médicamenteux là, qui a été mis en place et qui est justement en phase de faire des recherches sur ce domaine-là. Mais peut-être que vous allez me contredire sur cet aspect-là. En tout cas, qui est affiché sur le papier. Mais moi, je voulais vous poser une question sur... on a des déclarations d'événements indésirables graves qui sont faites sur l'utilisation des médicaments. Maintenant, les patients peuvent faire on peut faire des autodéclarations sur des événements indésirables. Est-ce qu'il y a une possibilité, que j'ai du mal encore à percevoir, d'auto-déclarer des événements indésirables? Alors, je ne vois pas encore très bien comment, mais vous qui travaillez la question depuis quelque temps, j'imagine, ou des déclarations d'événements indésirables, est-ce que l'Agence nationale de la sécurité du médicament pourrait, au fond, recevoir des déclarations sur les effets indésirables des médicaments sur le plan environnemental? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Et puis moi, je retiens aussi de tout ça, c'est que la question du médicament, au fond, on connaît assez mal le médicament. Le public connaît assez mal le médicament. Or, c'est un enjeu quand même... alors, c'est un enjeu financier très important. C'est 30 milliards d'euros chaque année qui sont dépensés et sécurisés par l'assurance maladie. Donc, on peut dire que c'est l'affaire de tous. Donc, l'un des éléments, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut, sur cette éducation, ou cette information et éducation du public, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut... cibler peut-être et prioriser cette action auprès de patients atteints de maladies chroniques qui sont grands consommateurs de médicaments et d'envisager dans le cadre des programmes d'éducation thérapeutique des modules d'éducation spécifiques sur le médicament, sur son usage. On a parlé de recyclage, on a parlé de faire attention évidemment à la manière dont on peut les jeter, les éliminer, etc. Est-ce qu'il n'y a là pas une matière au fond à travailler entre professionnels de santé et justement associatifs et associations de patients? Alors, si j'ai choisi de mettre à la fin que c'était l'affaire de tous, c'est que bien évidemment, je vais vous répondre oui. Je crois qu'il faut informer les patients, je crois qu'il faut qu'il y ait d'éducation thérapeutique, il faut que les gens se mettent ensemble et que ce n'est pas la propriété ni de l'éco. C'est pour ça que j'ai mis tous les noms qu'il y avait. À l'heure actuelle, on n'est plus à ce stade-là. Je pense qu'en plus, l'environnement peut être un truc plus intéressant encore pour les médecins. Je pense qu'il peut être un élément de discussion très intéressante pour expliquer à son patient pourquoi aussi il a choisi celui-là dans une classe où il y en a 4 ou 5 qui sont aussi efficaces, entre guillemets, et que le patient dit oui, mais moi, ma voisine, etc., dans des fois des discussions de changement, en lui expliquant qu'il a pris aussi le critère supplémentaire qui était l'environnement, même si justement on ne sait pas comment on va faire, si c'est certain ou pas. On n'est plus dans le principe de précaution actuellement. Moi, j'aimerais que dans l'environnement, on soit dans le principe d'anticipation, même plus que prévention, anticipation du risque. Parce que vous avez dit que sur le plan éthique, il y a différence définition. Moi, je dis qu'il ne faut pas parler effectivement pour affoler les gens. Mais avant qu'un risque médicamenteux soit réellement prouvé, etc., avec le temps, l'énergie qu'il faut dévoyer, etc., eh bien, on a perdu la bataille. Et pourquoi on a perdu la bataille? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'actuellement, les laboratoires pharmaceutiques estiment qu'ils ont à peu près 10 ans à 15 ans pour rentrer sur leur retour sur investissement.
Et que si on apprend après, a posteriori, avec toutes les études qu'on a faites, que le médicament il va rester 100 ans, de toute façon, on ne pourra plus rien faire. Donc je crois qu'il faut effectivement agir à tous les niveaux. Au niveau de l'EMEA, vous avez raison. C'est-à-dire demander à l'Europe pour le métabolisme, etc., des trucs, un certain nombre de choses. Avoir public un certain nombre de données. Et que les médecins, là, utilisent ce fac. Pour l'instant, on n'a pas mieux que PBT, qui pour moi est macroscopique. Hein, c'est quand même un petit peu trop grossier au sens de 0 à 9. On va pas être. Mais comme un élément supplémentaire, et c'est le but. Et c'est l'élément supplémentaire que j'ai mis dans ma pyramide, autant au moins que le coût. Voilà. Et là, je pense qu'ils pourront discuter avec leurs patients. Et que là, ça sera intéressant. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, effectivement. Alors sur le signalement, je vais vous dire. Moi, je me suis beaucoup occupé de la pioglitazone et des cancers de la vessie. En 1998, lors de l'AMM, j'ai dit il y aura des cancers de la vessie chez l'homme. Je l'ai écrit, d'accord, en 1998. 2 ans avant l'AMM européen. Il a été suspendu en 2011, la pioglitazone. Mon premier cas chez l'homme, qui avait été exposé, hein, d'accord, de cancer de la vessie, qui m'a permis de déclencher une véritable alerte, puisqu'avant on me disait circuler, il n'y a rien à voir, comme pour les dérivés de la cridine, d'accord, je l'ai eu en 2007. Et on m'a répondu avec un cas, c'est anecdotique, parce que de toute façon, les diabétiques ont une augmentation du risque de cancer de la vessie, et en plus ils fumaient. Alors là, voilà. Donc il a fallu que je me batte encore X années pour démontrer qu'effectivement il y avait des cas. Maintenant, plus personne m'en doute qu'il y a une augmentation du risque de la vessie. D'autres risques pour les glitazones, en particulier la pio. Maintenant, la discussion se fait sur la valeur du risque, etc. Mais moi, sur le plan environnemental, c'est un élément qui m'a poussé aussi à me battre, parce que quand j'ai vu que ce produit était très contaminant pour l'environnement, je pensais que c'était extrêmement important. Voilà. Une bonne illustration, on ne trouve que si on cherche. Voilà, exactement. Mais il faut savoir chercher. Chercher quoi ? Par rapport à la NSM, on a proposé un projet, parce qu'il y avait eu un appel à projet à la NSM, d'un observatoire des produits pharmaceutiques dans l'environnement. L'idée étant, alors après on verra si la NSM est d'accord, enfin veut bien le financer. L'idée étant que d'une part on puisse avoir un portail d'information pour le grand public de cette problématique, un peu comme j'ai exposé, mais de façon triviale. Et après, ça aurait été également un endroit où l'on pourrait récolter avec les professionnels de santé, ce que vous disiez justement, des événements ponctuels qui peuvent être ponctuels aujourd'hui, mais si on arrivait à les collecter, à les agglomérer dans un endroit spécifique, on s'apercevrait peut-être qu'ils ne sont pas aussi ponctuels que cela. Donc on a fait cette proposition à l'ANSM, on verra bien si ça passera. Sans aucun doute, il y a un travail qui est mené en ce moment par la Haute Autorité de Santé, la NSM et la CNAM, sur un portail d'information qui résumerait les caractéristiques des produits, qui précise les indications, les contre-indications des médicaments, la synthèse des avis de la Haute Autorité de Santé sur leur intérêt thérapeutique et sur leur bon usage, et les informations sur leur prix. Est-ce que vous pensez que justement ce risque environnemental trouverait sa place dans un tel portail qui est en... Oui, on est d'accord. Écoutez, je suis d'accord avec vous, madame. Je vais répondre là-dessus. Le problème d'Internet, c'est catastrophique, parce qu'en plus, les gens achètent tout sur Internet, et toute la législation n'est pas la même, hein, dans tous les pays européens. Donc là, je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille. Combien de médicaments achetés sur Internet, vous avez des données? Ah non, j'ai pas de données là. Non, on n'a pas de données. Exagérer encore, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, écoutez, moi, j'ai quelques cas de pharmacovigilance, sans dévoiler les trucs, où j'ai des gens qui achètent des choses sur Internet, et qu'en fait, ils achètent actuellement de l'amphépramone, qui est quand même un anorexigène qui a été supprimé de notre marché, du marché international en 1995. Hein, si les gens qui ont un petit peu écouté tous les problèmes de Mediator savent ce que c'est que l'amphépramone, et elle mange depuis 3 ans des comprimés d'amphétamone dont elle pensait que c'était des herbes. Hein, je vous le dis. Je crois que ce matin, en me levant et en regardant sur France 2, là, Réveil Matin, enfin, ou Télé Matin, j'ai été incroyablement surpris. Il y a encore des publicités sur des médicaments pour ne pas manger, enfin en tout cas pour des coupes-faim. Alors c'était extrêmement curieux parce qu'on a envie de leur dire, mais c'est quel médicament, quel type de formule chimique, etc. On sait rien. Alors, je vous donne un exemple pour le diclofénac, qui est très toxique pour les vautours, etc. Dans les années, il y a à peu près, alors je ne sais pas vous dire exactement, hein, mais dans 7-8 ans, j'ai été contacté par l'NSM, on m'a demandé d'évaluer, parce qu'un certain nombre de gens voulaient mettre le diclofénac en automédication comme l'ibuprofène.
Alors moi, on m'a demandé de faire le dossier, donc je vous dis pas, bon, j'ai été saignante, mais tout le monde sait que je suis saignante sur ce genre de truc. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Bon, il faut que je fasse attention quand je traverse, c'est tout. Le truc, c'est que le diclofénac, pour moi, est un très mauvais anti-inflammatoire, et en plus, c'est quelque chose qui est très hépatotoxique. On a beaucoup d'hépatotoxicité, etc. Bon, je veux dire, je l'ai écrit il y a 20 ans, on l'a écrit, les pharmacovigilants. Eh bien, ils avaient demandé ça, et les pouvoirs publics hésitaient, etc. Le fait de leur avoir montré qu'en plus, ça allait nous polluer les trucs et que ça avait tué des vautours et que ça avait tué des animaux, parce que moi, je savais la toxicité des produits, eh bien, ça a été quand même intéressant. Donc, effectivement, on arrive quand même à faire quelque chose. Le jour où j'ai présenté à l'ANSM, après que j'avais réussi à faire suspendre l'histoire des phtalates, parce qu'en fait, je l'ai trouvé qu'après les phtalates, parce que je regardais pas les phtalates, moi. Ça m'intéresse. Enfin, je veux dire, c'était pour mes problèmes de vessie. J'ai eu quelques réflexions du style, ah oui, heureusement qu'on l'a fait, alors. Heureusement qu'on l'a fait. Donc je crois qu'il y a quand même des gens qui bougent et je crois qu'il faut mettre la pression. Il y a 2 questions, une au fond et une autre devant pour Éric Coué. Oui, alors j'aimerais d'abord saluer les interventions de cet après-midi pour nous avoir permis d'ouvrir un petit peu les yeux sur ce que deviennent les médicaments qu'on prescrit et qui sont ingurgités chaque jour. D'avoir souligné à la fois les manques de financement hein, pour la recherche en écopharmacovigilance, pour pouvoir développer et construire des informations, on va dire, structurées, on va dire assez exhaustives des médicaments que nous prescrivons, pour avoir souligné également les problèmes de définition des termes. Tout à l'heure, on a parlé de la toxicologie, de la toxicité des produits. Et donc, voilà, il faut qu'il y ait une tumeur anapatologiquement démontrable, que le poisson qui se tape la tête contre les rochers ou qui nage le dos crôlé, ça ne compte pas. Donc, ça aussi, ce sont des effets qui sont importants. Et puis, on souligne encore une fois... j'espère que je ne vais pas me faire d'ennemis dans la salle, mais le conflit d'intérêts évident des laboratoires pharmaceutiques qui font eux-mêmes les études qui servent à prouver l'efficacité des médicaments et leur non-toxicité. Voilà, on a parlé de pas mal de médicaments, on n'a pas tellement parlé des antibiotiques. Pourtant, aujourd'hui, à la sortie des stations d'épuration, on commence à trouver des bactéries multirésistantes. Voilà, comme beaucoup peuvent le savoir, les fluoroquinolones sont excrétés à 95% sous forme active. Donc dans ce qu'on prend, 1 mg, il y a 900 mg, 950 mg qui ressortent efficaces. Donc tout ça, c'est encore d'autres problèmes et des difficultés pour les médecins prescripteurs. Et effectivement, avoir un indice directement dans une base de données Vidal d'aide à la prescription, c'est bien. Peut-être qu'effectivement, l'HAS devrait faire des recommandations pour des médicaments qui ont une efficacité équivalente. Et voilà, et j'aimerais juste élargir un petit peu pour nous déculpabiliser en disant que il y a l'élevage consomme énormément de médicaments, d'antibiotiques, des macrolides qui sont utilisés comme facteurs de croissance, des fluoroquinolones aussi, on en a parlé, et que l'élevage est un gros consommateur, un gros prescripteur d'antibiotiques. Mais moi j'ai posé la même question, cher ami, mais Monsieur Roig nous a répondu qu'il n'y avait pas de risque parce que sinon ces médicaments n'auraient pas eu la même vétérinaire. Alors je laisserai Monsieur Roig vous répondre, mais le risque, comme nous l'avons dit, c'est pas juste une résistance. Une bactérie multirésistante ne représente pas un risque au sens environnemental. Ça te va ? Donc moi, je voudrais vous répondre sur le plan des fluoroquinolones. Je n'ai pas parlé des fluoroquinolones, j'en ai parlé un petit peu quand je vous ai expliqué ma rencontre avec l'écopharmacologie en 95, donc ça fait quand même longtemps, avec mes poissons d'élevage et mes dames qui faisaient des chocs anaphylactiques. Je n'ai pas parlé parce qu'on peut en parler pendant 10 heures. Si vous prenez l'exemple des fluoroquinolones, bon, mais c'est simple, qu'à efficacité égale, vous avez des fluoroquinolones qui sont nettement plus toxiques que d'autres. Maintenant, il faut faire quand même attention à une chose, c'est que dans les données manquantes que l'on a des vieux médicaments, d'accord, et que des fois les vieux médicaments effectivement ne sont pas évalués, donc ce qui nous donne un doute, mais des fois les bons médicaments, les nouveaux médicaments sont mieux évalués et on ne peut pas vraiment les comparer. Bon, quand on est à 9 de PBT, moi ça me fait plaisir parce que je veux dire, de toute façon on ne peut pas aller plus haut, alors voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé des exemples à 9 et j'ai pas voulu rentrer parce que, mais monsieur, sachez que moi j'étais beaucoup plus inquiet que vous sur la multirésistance dans les années, bon, du mon âge, il y a très très longtemps, et heureusement un jour
est sorti une étude faite dans un hôpital américain où ils ont montré qu'en diminuant la pression de sélection antibiotique, eh bien, évidemment, naturellement, les bactéries revenaient à leur propriété sauvage. Donc, effectivement, en diminuant la pression de sélection, je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas parler de pression de sélection d'un certain nombre de choses, des probiotiques, etc. Ça, c'est tout un sujet. Donc, il y a du travail à faire, mais sachez qu'il y a un certain nombre de gens qui se posent cette question. Et je crois qu'entre les agences gouvernementales, les choses, etc., c'est aux professionnels de santé et au public d'imposer l'évaluation. Moi, j'ai beaucoup œuvré pour la suppression des parabènes. Mon premier article, il date de 87 sur les parabènes. D'accord ? Vous avez vu quand est-ce qu'ils ont été supprimés. Mais à force, les gens ont fini par adhérer et faire supprimer. C'est un peu comme le bio, etc. Donc il faut garder espoir. Alors, pour répondre, j'ai pas dit ça en fait. Parce que l'exemple de l'antibiotique il est très intéressant parce que la toxicité, clairement, elle n'est pas directe. Le problème de l'antibiotique qu'on va avoir dans l'environnement, c'est la production, la génération de bactéries qui vont être résistantes. Mais ce qu'on va chercher aujourd'hui, c'est est-ce que l'antibiotique a un effet sur la croissance de la plante, sur la mort du poisson ou sur la reproduction de la daphnie. Donc vous pouvez faire n'importe quelle étude environnementale sur ces critères-là, on va vous dire votre antibio n'est pas toxique pour l'environnement, donc je peux le... Et c'est ça qui est intéressant. Et alors ce qui est intéressant aussi sur les antibiotiques, on n'en a pas parlé, mais jusqu'à présent les antibiotiques, ça ne crée pas trop de problèmes environnementaux directs, parce qu'en plus ils sont relativement bien dégradés dans les stations d'épuration. Et en fait, c'est pas faux. Ce qui se passe, c'est que quand on fait de l'analyse environnementale, on prend une méthode analytique, on regarde le produit avant et à la sortie de la station d'épuration. Effectivement, vous ne retrouvez pas, ou vous retrouvez 5% de votre produit à la sortie. Le problème, c'est pour les antibiotiques, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas totalement dégradé, mais la partie chimique qui a l'effet bactéricide ou bactériocétique n'a pas du tout été touchée. Donc la molécule a bien disparu chimiquement, mais la fonction, l'activité, elle l'est toujours. Et je vous donne un exemple sur lequel je travaille actuellement, qui est le méthotrexate, sur lequel on travaille sur la chloration, parce qu'on se dit, tiens, on ne sait jamais s'il y en avait dans la ressource, utilisée pour la potabilisation. Qu'est-ce qui se passe par rapport à une chloration, qui est le procédé classique de potabilisation? C'est le même exemple, c'est-à-dire que mon méthotrexate avant la chloration et après la chloration, je l'élimine à 95%. Par contre, si je regarde la teneur en carbone, j'ai rien dégradé, j'ai la même quantité de carbone, et quand je vais encore plus loin, je vois qu'à la fin de ma chloration, j'ai un produit qui a la masse du méthotrexate plus 35. En fait, j'ai un chlorométhotrexate. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que ce chlorométhotrexate est plus toxique que le méthotrexate? Et oui, jusqu'à présent, les évaluations de risque ou même d'efficacité des stations d'épuration, elles sont toujours comme ça. C'est on regarde le produit à la fin comparé à ceux qu'on a au début. Et on ne se posait pas la question sur les autres micropolluants, de l'action, de la fonction biologique en fait. Et c'est ce qu'il faut qu'on change au niveau des médicaments, c'est qu'il faut qu'on travaille plus sur l'activité biologique du médicament, plus que sur sa structure chimique. Et là, je pense qu'on avancera sur l'évaluation des risques, entre autres. Peut-être ce sera la dernière intervention. Juste, excusez-moi, je vais... pas plus que plus, il faut travailler sur les deux. Puisque moi, par définition, en pharmacologie, en tant que médecin, je travaille sur la relation structure-activité. Donc voilà. Mais concernant, par exemple, le méthotrexate, etc., le problème des antibiotiques est encore plus difficile à gérer. C'est que vous avez beaucoup de stations d'épuration dans lesquelles il y a des lits bactériens, que si les bactériens eux-mêmes peuvent être modifiés et devenir résistants à la fois aux antibiotiques qui sont là, se multiplier, etc., et contaminer l'environnement. Donc là, on est encore dans un truc qui est extrêmement intermédiaire. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'il y a des choses simples à faire, puis des choses à demander que les laboratoires nous donnent des métabolismes, demander que les laboratoires rajoutent un certain nombre de choses, et éventuellement déclarer. Mais de la déclaration au lien de causalité, on n'y est pas demain. Jean-Paul, je crois qu'avec la qualité de nos experts, ils pourraient rester là jusqu'à 20h. Je crois que tu devrais user de ton autorité de président. On est d'accord, merci. Quelques mots de conclusion dans un exercice à deux mains avec... Ah, tu voulais parler, excuse-moi, oui. Ça fait 2 fois, le pauvre, qu'on lui coupe la question ultime. Non. Vas-y, Eric, excuse-moi. Alors, du coup, je vais poser 2 questions pour le prix d'une. D'abord, je voulais vous remercier de nous avoir initiés un peu à cette problématique qui va à la fois enrichir notre pratique en la rendant un peu plus complexe. Je vais quand même vous poser 2 questions peut-être un peu impertinentes, mais Jean-Paul nous y a incité.
J'ai compris que, donc, le thinylestradiol, la pilule contraceptive, entraînait des modifications de comportement chez les poissons. Demain, pas demain parce que c'est dimanche, mais mardi, je vais prescrire la pilule contraceptive à une patiente. Est-ce que je dois intégrer cette donnée ou est-ce que je dois me défausser sur elle, lui donner l'information et lui demander de choisir elle-même si malgré ça, elle doit prendre cette pilule ou pas? Deuxième question, vous nous avez parlé des antidiabétiques. Vous savez que nous avons effectivement une recommandation toute récente de la HAS, dont la plupart des recommandations sont basées non pas sur des preuves scientifiques irréfutables, mais sur un consensus d'experts, donc ce qui laisse quand même la porte ouverte à un nombre d'interprétations. Vous nous avez parlé du PBT de certains antidiabétiques. Vous nous avez dit que ce même PBT c'est une estimation très grossière. Comment intégrer une telle information dans des recommandations qui sont déjà elles-mêmes relativement floues? Moi, je croyais que depuis Diane 35, la seule méthode de contraception valable, c'était l'abstinence. Alors, je vais répondre excusez-moi, alors vous êtes impertinent, mais moi je vais l'être aussi, excusez-moi, hein. C'est sûrement l'heure. Vous me parlez de Diane 35 ou des pilules. Je vais vous dire que le problème environnemental est très important, mais je veux dire avant, il faut la prévenir qu'elle peut faire éventuellement une thrombose. Et quand je regarde la sonnification qu'on a eue, je veux dire bonjour. Donc, non, clairement non. Vous n'avez pas expliqué, vous avez expliqué à une patiente qu'il ne faut pas qu'elle prenne la pilule par rapport à un risque environnemental. Je crois que ce n'est pas ça le problème. C'est peut-être savoir mieux les détecter, mieux savoir pourquoi les poissons changent de sexe. Peut-être que c'est un goût aussi qu'ont les poissons maintenant. On n'en connaît pas grand-chose là-dessus. Peut-être tu répondras. Voilà. Donc ça, c'est... Et la deuxième question concernant les antidiabétiques, je sais que les recommandations sont floues. Moi, je donne mes recommandations, elles vont être très nettes. Il faut d'abord essayer la metformine à dose efficace, mais peut-être pas à dose maximale. Il faut peut-être regarder d'ailleurs quand c'est pas supporté. Peut-être que les gens ils ont des problèmes Mais dans les sulfamides, je vous ai donné les deux que je voulais que vous preniez. C'est pareil, les sulfamides, ils sont tous équivalents en termes d'activité. J'enlève le répaglinide. Le répaglinide, c'est un sulfamide, monsieur. Pardon? Mais c'est celui le diamicron. Oui, mais bon, je ne veux pas faire il n'est pas évalué parce qu'il ne sera jamais évalué. Oui, parce que c'est Servier, voilà. Vous l'avez dit, alors je le dis ouvertement. Voilà, c'est Servier, voilà. Ben voilà. Donc j'ai répondu à votre question. Tant pis si c'est enregistré. Voilà. Mais les deux que je vous ai signifiés, et le répaglinide, parce que le répaglinide a des caractéristiques pharmacocinétiques très différentes, en particulier de demi-vie plus courtes. Les autres, eh bien, effectivement, si vous pensez que c'est bien, ça n'a pas marché. Mais moi, les gliptines, je ne les mettrai jamais en première intention, parce que je peux vous dire qu'on a des problèmes de pharmacovigilance et qu'on va avoir énormément de problèmes de pharmacovigilance dans les années à venir. Donc, metformine d'abord. Mais ça revient au même. Mais la liste que je vous ai donnée est complètement collée aux recommandations de la HAS. Je ne sais pas si vous avez fait. Alors, peut-être que je n'ai pas été assez. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Pour être concret, en fait, la façon dont on a de voir la chose, c'est vous avez une patiente, est-ce que vous avez le choix, vous, en tant que thérapeutique, par rapport à votre prescription? Si vous n'avez pas de choix, vous lui prescrivez ce que vous devez lui prescrire parce que vous n'avez pas de choix. Ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est si vous avez un choix, auquel cas là, vous allez faire... Enfin, on essaie de proposer de faire le choix sur le médicament qui aura l'effet le moins important sur l'environnement, et à ce moment-là, vous pouvez justifier votre choix en lui disant, mais il y a la même efficacité, mais en plus vous allez avoir un effet environnemental. C'est ce qu'on appelle l'analyse du bénéfice et risque, sur laquelle il faut travailler beaucoup plus. Mais après, quand il n'y a pas le choix, de la conclusion. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. À mon avis, il va se servir de ça pour conclure.